Bonjour à toutes et tous et merci d'être avec nous pour cette 5e rencontre que j'organise dans le cadre de ma candidature à la présidence du CNOSF. Alors aujourd'hui, on va parler de sport et d'écologie. C'est un sujet qui a fait pas mal l'actualité ces dernières semaines, notamment au travers de polémiques. Néanmoins, au-delà de la polémique, il y a une urgence climatique. En 2015, l'accord de Paris avait fixé l'objectif d'une augmentation maximale de la température d'1,5 degré. Malheureusement, on sait d'ores et déjà que cet objectif ne sera pas atteignable et qu'il sera même atteint une dizaine d'années plus tôt que prévu. Donc, il y a aujourd'hui une urgence climatique qui est connue et avec laquelle tout le monde est absolument d'accord. Néanmoins, il y a des sujets sur lesquels on n'aborde pas assez cet enjeu qui est absolument primordial. Et le sport, alors moi je parlerai davantage aujourd'hui du sport de tous les jours, du sport associatif. Il est évidemment concerné. Il est concerné déjà parce que le réchauffement climatique impacte la pratique de tous les jours. On l'a vu par exemple avec les épisodes de canicule ces dernières années. Difficile de jouer un match de foot, difficile d'être dans une salle qui n'est pas climatisée. La climatisation va peut-être aggraver le problème. Difficile de faire du sport dans ces conditions. On voit aussi que certaines pratiques elles-mêmes sont mises en danger, par exemple le kayak en eau vive, le ski, bref, autant de signes qui doivent nous interpeller sur l'avenir de nos pratiques associatives et sportives. Et puis évidemment, le sport lui-même peut impacter le réchauffement climatique et donc il y a une responsabilité du mouvement associatif fédéré pour anticiper, repenser, créer des pratiques responsables et puis former les citoyennes, les citoyens, les pratiquants qui sont dans nos fédérations ou qui ne sont pas dans nos fédérations pour agir au mieux et puis pour penser finalement que l'éducation à l'environnement, c'est une partie prenante de l'éducation au sport, de la pratique du sport pour tous. Alors, je suis extrêmement ravie d'accueillir Léa Gottsman, qui est enseignante agrégée à l'École normale supérieure de Rennes et qui donc nous apportera des éléments de constat d'abord et puis des préconisations pour le mouvement sportif fédéré. Arnaud Jean, qui est président de l'UFOLEP. Alors, l'Assemblée générale aura lieu ce week-end et donc Arnaud nous présentera toute la démarche engagée par l'UFOLEP. Il y a plusieurs fédérations qui ont travaillé très concrètement à la question de l'environnement et donc c'est intéressant aujourd'hui avec Arnaud Jean d'avoir un état des lieux. Et puis Lénaïque Corson qui n'est pas encore avec nous mais qui devrait nous rejoindre au cours de cet échange et qui est joueuse internationale de rugby à 15 membres de l'équipe de France et elle est en direct de Marcoussis. J'espère que les aléas de la vie d'équipe lui permettra de nous rejoindre au cours de cette petite heure pendant laquelle nous allons discuter de sport et d'écologie. Donc, je vais commencer à donner la parole à Léa Gottsman pour voilà, un premier état des lieux, constat de la question du sport, de l'écologie et puis de l'être humain, du pratiquant qui est au milieu de tout ça. Merci beaucoup Emmanuel, bonjour à toutes et à tous. Donc c'est sûr que la question environnementale, elle est centrale hein, dans nos vies aujourd'hui, on en entend parler et puis on voit aussi bien les tensions que cette question génère, les oppositions entre différents modèles, différentes conceptions. Les données, elles sont là, hein, vous les avez rappelées, les rapports du GIEC sont alarmants et ne font que nous alerter sur l'urgence à changer nos modes de vie et surtout la façon qu'on a de voir notre environnement et dans lequel on fait partie. Les données, elles sont là, hein, vous les avez rappelées. Il y a finalement différents éléments qui expliquent nos difficultés à changer de modèle. Avant d'aller précisément sur le monde du sport, je vais revenir sur quelques éléments un peu plus généraux sur ce qui explique notre difficulté vraiment à changer notre regard sur l'environnement. D'abord, il y a un premier élément sur le décalage entre le court terme et le long terme, c'est-à-dire qu'il est difficile pour les individus de changer leur mode d'action s'il n'y a pas d'impact visible à court terme, si on ne voit pas les effets tout de suite de nos actions sur notre vie quotidienne. Et donc, même si l'actualité rattrape un peu de ce point de vue-là, hein, les épisodes météorologiques actuels, on peut difficilement mettre le changement climatique à l'écart. Quand on voit les épisodes de gel qu'il y a eu ces derniers jours, on voit bien l'impact et les catastrophes à venir qui vont avoir lieu.
Et c'est en même temps aussi sur le monde du sport un élément qui va nous interroger. Il y a des études qui mettent vraiment le lien entre les phénomènes météorologiques extrêmes et la diminution de l'activité physique des pratiquants. Donc, on sera amené dans les prochaines années, évidemment, à interroger les modes de pratique, notamment sur l'activité physique. Un deuxième élément qui, à mon avis, est important pour expliquer nos difficultés à changer notre regard, c'est le décalage qui existe entre les connaissances qu'on a, c'est-à-dire qu'on est tous d'accord globalement pour dire que la situation, elle est grave, mais ce n'est pas pour autant qu'on va être capable vraiment de changer notre mode de fonctionnement. Donc, il y a des phénomènes psychologiques de déni ou de sentiment d'impuissance qui sont à l'œuvre et qui nous empêchent un peu de modifier en profondeur nos comportements. Pourquoi est-ce que moi, je devrais faire tel sacrifice ou me freiner sur telle ou telle activité alors que d'autres polluent tout autant? Donc, il y a une forme un peu de sentiment d'impuissance par rapport à ces questions-là. Et puis aussi d'environnement social. On pourra peut-être en parler sur les aspects éducatifs, mais selon si vos proches, votre famille ou vos amis sont plus ou moins impliqués dans ces questions environnementales, c'est plus ou moins facile aussi de modifier nos comportements et nos habitudes. Et alors, le troisième point qui, à mon avis, est vraiment intéressant, notamment au regard des activités physiques et sportives, c'est la question de notre rapport à l'environnement. La conception qu'on a de notre environnement, qu'il soit naturel, humain, matériel, on peut le caractériser selon un continuum qui va des postures anthropocentriques jusqu'à des postures écocentriques. Les postures anthropocentriques, c'est l'idée que l'environnement naturel autour de nous, il est là uniquement pour satisfaire nos besoins, nos désirs. La nature, elle est utile à notre vie. On a vraiment une opposition entre l'humain et de l'autre côté la nature. Donc, c'est typiquement les sociétés occidentales dans lesquelles on est. On utilise la nature pour se nourrir, on l'exploite pour nos biens de consommation. Et même, on la protège parce qu'on va en avoir besoin et l'utiliser encore plus. Et à l'inverse, la posture écocentrique, elle se base vraiment sur l'idée que l'homme fait partie de cet écosystème-là. Et donc, il est à valeur égale avec toutes les autres composantes du système. Et la nature a donc une valeur en soi. Cette posture-là, elle est plutôt caractéristique des sociétés qui sont proches de leur environnement, qui vivent en harmonie avec l'environnement. On a d'ailleurs nous-mêmes tendance à appeler des sociétés sous-développées, parce que pour nous, le développement renvoie à la technologie, au monde financier et économique. Donc voilà, ça c'était un aperçu un peu général vraiment sur ce qui pose problème aujourd'hui dans le changement des comportements et le changement de système dans lequel on est. Si on revient vraiment sur le monde du sport, il fait évidemment partie de cette question environnementale, notamment aussi parce qu'il y a des enjeux financiers et économiques de plus importants dans le monde du sport, parce qu'il y a beaucoup de pratiquants de plus en plus et on s'en satisfait, mais ça génère aussi tout un ensemble de conséquences sur le changement climatique. Donc, le monde du sport, il a un impact non négligeable sur les émissions de gaz à effet de serre, sur la diminution de la biodiversité, sur les espaces naturels, à plusieurs niveaux et dans des proportions évidemment différentes aussi. Ce qu'il faut vraiment questionner, d'abord, c'est un premier pôle d'émissions de gaz à effet de serre, que ce soit dans nos vies quotidiennes, mais aussi dans le monde du sport, ce sont les modes de transport. Pour avoir un chiffre en tête, on sait par exemple que pour limiter notre réchauffement climatique à 2 degrés, on devrait avoir une empreinte carbone par individu par an de 2 tonnes. Sauf qu'en France, on est déjà à 11 tonnes par individu par an. Et par exemple, si vous faites du trail et que vous rêvez d'aller faire la Diagonale des Fous à La Réunion, c'est entre 1 et 2 tonnes d'émissions d'aller là-bas en avion, selon les calculs. Donc, globalement, votre enveloppe carbone de l'année, déjà, voilà, elle est réduite. Donc, on imagine bien l'impact global de toutes les compétitions internationales, de toutes les rencontres avec les sportifs qui se déplacent, les spectateurs, les officiels, qui se déplacent aux 4 coins du monde pour des compétitions sportives notamment. C'est aussi sur le sport plus local, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus stigmatiser uniquement le transport aérien, il faut aussi s'interroger sur les déplacements quotidiens en voiture. On sait que nos sociétés, on dépend énormément de nos modes de déplacement individuels en voiture. Et donc, tous les championnats, tous les week-ends, tous les championnats nationaux ou plus locaux qui se tiennent, les déplacements en voiture ont vraiment un impact fort sur les émissions de gaz à effet de serre, surtout en France. Donc ça, c'est vraiment le premier pôle qui, à mon avis, est vraiment important à interroger si on veut transformer les choses dans le monde du sport. Le deuxième pôle de pollution, c'est plutôt ce qui concerne le matériel, les installations sportives. Alors, les installations sportives qui sont construites évidemment dans tous les espaces
aux quatre coins du monde. Même dans le désert, je ne vais pas revenir sur cette catastrophe écologique et humaine qui est en train d'avoir lieu dans les déserts pour la Coupe du monde de foot. Mais plus globalement, on sait que la construction d'installations sportives, mais comme d'installations d'habitat ou d'autres, contribuent à l'artificialisation des sols au détriment des espaces naturels. Il y a aussi tout le pôle plutôt sur le matériel sportif qui engendre des coûts de fabrication polluants. Par exemple, les combinaisons en néoprène qui sont issues du pétrole, les chaussures qui sont très peu recyclées, et tous les objets connectés qui maintenant ne courent pas avec une montre connectée ou avec un ensemble d'objets qui viennent rajouter de la technologie et finalement qui sont aussi très coûteuses dans leur fabrication. Enfin, le troisième pôle dans le monde du sport qui produit des gaz à effet de serre, mais qui finalement est assez négligeable par rapport à ces deux premiers pôles, c'est ce qui relève des gadgets ou du consommable, tous les goodies en plastique, les emballages plastiques. Je pense que là-dessus, il y a une vraie prise de conscience et une transformation sur les événements sportifs à essayer de réduire tous ces objets qui sont sont peu essentiels. Mais en même temps, il ne faut pas non plus que, parce que des événements se veulent verts et donc réduisent parce qu'il n'y a pas de gobelets en plastique, ça ne questionne pas tout ce qu'il y a autour, et notamment les modes de transport qui sont quand même un des éléments les plus importants dans les émissions de gaz à effet de serre. Donc on voit bien que le monde du sport, il est au cœur de ces tensions-là, notamment entre des logiques économiques, financières face à des logiques plutôt environnementales et écologiques. On voit bien les difficultés à changer nos comportements, les dilemmes auxquels tous les pratiquants sont confrontés dans leur vie de tous les jours, que ce soit sur des compétitions, des déplacements. Mais donc, à mon avis, il faut vraiment s'interroger sur la façon dont on a de vivre dans notre environnement, dont on le perçoit. Ce n'est pas simplement un terrain de jeu, un terrain d'aventure qu'il faut aller combattre, qu'il faut défier. C'est aussi un autre environnement où il faut se reconnecter, mieux le vivre et mieux le connaître. Il y a tout un tas d'activités de sport durable qui cherchent justement cette reconnexion, à reprendre le temps de vivre dans notre environnement naturel. Des activités autour du slow sport, des pratiques de pleine conscience, de marche, d'exploration, qui cherchent vraiment à remettre le pratiquant au cœur de la nature, à reprendre le temps de l'explorer et de contempler. Et ça nous renvoie vraiment à la question du temps et du rapport à la nature qui est très parlant. Je pense que pour conclure là-dessus, sur un exemple, à mon avis, qui est vraiment très parlant, récent, c'est si certains ont eu la chance d'aller à la montagne pendant les vacances, avec les stations fermées, ça éclaire vraiment toute cette question-là. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte déjà de la pollution sonore des remontées mécaniques qui n'étaient plus là. Et donc, on pouvait reprofiter, se reconnecter à notre environnement naturel. Et puis, on a retrouvé cette question de l'effort et du temps. Pour ceux qui ont fait du ski de rando ou des raquettes, oui, il faut monter, donc ça demande un effort. On n'est pas juste assis sur un siège, mais ça demande du temps et de l'effort de monter pour ensuite profiter. Et ça a permis aussi de se reconnecter à notre environnement, de voir peut-être des animaux qu'on ne voit pas d'habitude, de faire attention au son, à plein de choses qui ne sont pas le cœur des sports de glisse. On l'a tous fait et le but, c'est de rentabiliser son forfait, c'est de faire le plus de descentes possible. Et en fait, ça questionne vraiment sur le fait de se reconnecter à notre environnement et de revivre au cœur de ce milieu-là. Donc, voilà, pour conclure, je pense qu'il faut vraiment s'interroger sur ce regard qu'on porte à l'environnement, qui soit naturel, mais aussi humain, hein. Ce n'est pas juste la nature, c'est aussi notre environnement autour de nous. On en fait partie, la place qu'on occupe, évidemment. Et donc, le sport fait évidemment partie de ces questions quand on réfléchit aux transformations possibles dans le monde de demain. Merci beaucoup Léa, c'était très précis et très, très intéressant. Et je pense que là qu'au fil de ces 45 minutes, on pourra aussi poser la question de la responsabilité des fédérations sportives par rapport à ces enjeux et de l'enjeu aussi collectif à faire perdurer aussi les activités qui aujourd'hui pourraient être considérées comme plus polluantes, alors même qu'elles génèrent aussi de la vie associative et qu'il y a donc un enjeu ensemble à travailler aussi la question de la durabilité de ces activités. Vous avez parlé par exemple du ski et voilà, il y a probablement un enjeu aussi ensemble à travailler les questions de recherche, d'innovation, de mutualisation sur les activités aussi qui ont été
sur le devant de la scène, là, notamment sur l'aérien, l'automobile. Voilà, il y a certainement aussi des enjeux à travailler collectivement pour faire perdurer aussi ces activités sous l'angle associatif. Arnaud Jean, président de l'UFOLEP. Donc l'UFOLEP a engagé il y a une vingtaine d'années, si je ne me trompe pas, mais tu nous le diras, déjà une démarche éco-responsable que tu vas nous présenter. Merci beaucoup, Emmanuel. Bonjour à toutes et à tous. Merci, Emmanuel, pour ton invitation et bien entendu, plein d'espoir pour ta candidature à la présidence du CNOSF. Pour poser les choses, peut-être que vous connaissez peut-être le mouvement sportif français et vous savez qu'il y a différentes catégories de fédérations sportives en France. Peut-être dire que, tout comme la FSGT, dont Emmanuel est la coprésidente, l'UFOLEP avec la FSCF, sont les trois fédérations affinitaires et multisports. Et donc, on puise toutes les trois ce qu'on appelle notre affinité, c'est-à-dire notre objet politique, c'est-à-dire notre façon d'envisager la société de sources différentes. Et puis, pour ce qui est de l'UFOLEP, c'est celle de l'éducation populaire et de la Ligue de l'enseignement. Peut-être qu'on s'est préoccupé un peu plus tôt que les autres, un peu plus massivement que les autres fédérations sportives, peut-être parce que c'était notre prisme d'éducation populaire, d'éducation à la citoyenneté, qui nous a fait nous intéresser à l'éducation à l'environnement, vers un développement durable, comme on disait à l'époque, et de fait, arriver sur les questions de développement durable, comme on disait il y a 20 ans, et maintenant de transition écologique, comme on préfère la reformuler. Alors, bien entendu, cette rapide présentation, elle n'a pas valeur d'exemple, elle n'a pas valeur d'exemple, elle n'a pas valeur de chemin à suivre. Elle est juste le témoignage d'une fédération sportive qui a essayé, à travers son comité directeur national et ses salariés, de prendre en compte ce que tu nous proposes de débattre aujourd'hui, Emmanuel, c'est-à-dire les enjeux du sport et de l'écologie. Alors, vous le voyez, ça remonte à un peu plus de 20 ans. Un peu plus de 20 ans, et ça part toujours de 2-3 personnes particulièrement convaincues, et ça fait écho à ce que disait Madame Gottsman juste avant moi, c'est-à-dire qu'il y a au départ peut-être une sensibilité ou pour le coup un environnement, une proximité de pensée sur ces sujets-là, et donc ce sont des élus du côté directeur qui se sont emparés de ce sujet-là. Je vais bien entendu pas dévoiler toute la frise, vous pourrez la revoir sur Bisport, bien entendu. Néanmoins, on voit une progression qui nous a fait entrer par un angle spécifique, qui est l'angle fondamental, que vous avez dit, madame, c'est-à-dire la question de la limitation des gaz à effet de serre, et par son biais, limiter notre impact sur le changement climatique. Donc, on est parti du bilan carbone qu'on a créé à l'époque avec l'ADEME, parce que quand on se lance sur des sujets-là, quand on est une fédération sportive, autant on sait faire des formations, autant on sait former des officiels, autant on sait organiser des championnats, mais sur ces questions-là pointues, on a eu besoin d'expertise extérieure qu'on a retrouvée à l'époque auprès du Commissariat général au développement durable, auprès de l'ADEME et d'autres partenaires. Donc, on a commencé vraiment par cette question des émissions de gaz à effet de serre, puis on a travaillé sur un sujet sur lequel je vais revenir qui est fondamental, et vous l'avez un peu évoqué, madame, tout à l'heure, c'est la question des événements sportifs, les événements sportifs qui sont pour le coup des choses très très concrètes qu'on maîtrise totalement, nous les présidents des présidents de fédération, et sur lequel on a véritablement un vrai levier concret et intéressant et motivant, je trouve. Puis, nous avons engagé beaucoup de réflexions sur les questions de biodiversité, questions cruciales aujourd'hui dans notre monde. Et puis, de labels en reconnaissance, travailler sur la question des événements pour finir, effectivement, il y a quelques mois, par signer la fameuse charte des 15 engagements à l'initiative du ministère chargé des Sports et du WWF, qui n'est pas une charte parmi d'autres. Moi, je trouve que c'est un document de grande qualité qui est exigeant. Et on peut penser effectivement que le regard distancié, très objectif et spécialiste expert du WWF France apporte une caution importante à cette charte qui peut concerner à la fois des grands événements tels que Roland-Garros, tels que une finale internationale ou européenne, mais également des choses qu'on maîtrise nous aussi dans les fédérations sportives, toutes catégories confondues, j'ai envie de dire, des championnats, des Open, des rencontres sportives. Et puis ce sur quoi nous mettons le pied actuellement, c'est notre stratégie RSE à l'UFOLEP que nous avons engagée il y a maintenant seulement quelques semaines. Alors pour reprendre quelques-uns de ces enjeux et peut-être de les expliciter, je vais m'attarder sur cinq chapitres particuliers, et ce sera l'objet de la diapositive suivante. S'il vous plaît, Nicolas, on va venir.
Sinon, je l'attaque. Les 5 diapositives suivantes, les 5 thèmes que je vais vous proposer de brosser, c'est le premier, la biodiversité. J'en ai parlé, voir concrètement qu'est-ce que l'UFOLAP a fait. Le second, ça va être la question du réemploi du matériel sportif que vous évoquiez, madame, qui est un vrai enjeu. Quand on est sportif et sportif, on consomme du matériel, on a besoin de matériel sportif. On va parler des événementiels, et là, je pense que ça vous touchera forcément, vous qui êtes des acteurs du sport en France. On parlera de mobilité douce, et puis on parlera de RSE pour terminer. Pour la biodiversité, celle qui est juste avant, s'il te plaît, Nicolas. Voilà, il y a une petite question technique de réglage, mais ça va arriver sans problème. Sur la question de la biodiversité, c'est un sujet maintenant que je pense qu'on connaît toutes et tous. Je pense que la question du vivant sous toutes ses formes sur notre planète, c'était peut-être quelque chose, un terme, merci beaucoup, c'était peut-être un sujet qui paraissait très éloigné, mais aujourd'hui, le fait que malheureusement, la disparition de la biodiversité, son érosion, pourrait-on dire poliment, ou, soyons plus positifs, des projets visant à la restaurer, ou à la protéger ou à la restaurer, ce qui est encore mieux, voilà, nous ont fait prendre conscience de ces enjeux. Je vais parvenir sur la fameuse phrase d'Einstein sur les abeilles. On se rend compte aujourd'hui que nous, sportives et sportifs, on est dans un écosystème mondial qui nous tient, que l'on tient et qui nous tient. Et donc, forcément, c'est une question sensible. Et donc, comme beaucoup de fédérations sportives, nous avons des activités de pleine nature. Ce n'est pas parce qu'on fait une activité de pleine nature qu'on a pris conscience des enjeux de transition écologique. Ce n'est pas parce que fait le Grand Raid à La Réunion qu'on a conscience des enjeux qui sont autour de nous. Ce n'est pas parce qu'on est une ou un spécialiste de l'UTMB qu'on a compris comment fonctionnait l'écosystème de la montagne. On s'est aperçu, nous, en tout cas à l'UFOLEP, qu'il y avait un vrai déficit de connaissances sur ces questions de lien entre nos activités sportives, même si elles ne sont pas de haut niveau à l'UFOLEP, elles peuvent être de bon niveau national, mais pas forcément de très haut niveau. Et donc, on a essayé de voir comment on pouvait outiller nos animatrices, nos animateurs, nos éducatrices, nos éducateurs à comprendre ce concept de biodiversité, à faire en sorte que si on est sur un canoë-kayak, si on est sur un VTT, si on est en train de faire du trail en montagne, si on est au bord d'une falaise, si on est en train d'évoluer sur la mer ou sur un plan d'eau fermé, sur un espace protégé ou pas, la réglementation en vigueur et autres, on a essayé de créer des identités de biodiversité à travers ces différents milieux, comme on peut dire parfois, et de les relier aux pratiques sportives qui sont adaptées. Et donc, voilà, comme on a quand même, je crois, dans toutes les fédérations sportives, une mission d'éducation des plus jeunes, mais tout au long de la vie, on a donc créé des outils qui permettent de développer des réflexes vertueux au regard des enjeux proches des lieux qu'on fréquente quand on est une sportive et un sportif. Et donc, on a donc abouti à un document qu'on a édité il y a maintenant un peu plus d'1 an, il y a 1 an et demi. Peut-être qu'on va voir quelques illustrations juste après, autour de ce qu'on appelait le guide de la biodiversité et activités sportives. Voilà, vous avez quelques exemples sous les yeux, des fiches, elles sont très concrètes. Et elles ont vocation à accompagner nos responsables associatifs dans des bons comportements, dans des façons de transformer un petit peu ou d'adapter la pratique sportive par rapport à la sensibilité des milieux, de les renseigner sur les réglementations en vigueur, Natura 2000, pas Natura 2000, SNIEF, pas SNIEF, des termes un peu compliqués qui font référence et qui sont cruciaux. Quand vous organisez une course à pied ou une course en VTT, vous serez certainement amené à avoir sur vos parcours pour le public, effectivement, des zones qui ont des statuts différents, des niveaux de protection différents, qu'il faudra forcément, parce que nous sommes des organisatrices et des organisateurs responsables, prendre en compte. Bien entendu, cet outil qui a été rédigé pour une grande partie grâce à l'expertise de la Ligue de protection des oiseaux, voilà, c'est un outil qui est totalement libre de droit et qui peut être utilisé, téléchargeable sur notre site internet, bien entendu, celui de l'UFOLEP, et on y traite aussi, parce que c'est un événement important, et j'y reviendrai tout à l'heure, la question des événements sportifs qui prennent en compte les enjeux de biodiversité. Deuxième exemple de prise en compte d'un champ qui touche
certes aux enjeux environnementaux. Vous avez dit, Madame Gottsman, tout à l'heure, vous avez donné des chiffres sur les matériaux utilisés, les filières nécessaires pour fabriquer une combinaison néoprène, pour construire du matériel sportif. Voilà, on a tous un moment besoin, suivant le sport qu'on pratique, d'être sur un vélo, d'être sur des skis, de tenir une raquette de tennis, d'avoir un kimono. Et donc, la question du réemploi du matériel sportif, moi, je trouve que c'est une question très importante parce que, selon moi, elle peut être traitée au filtre des questions environnementales, processus de fabrication, voilà, utilisation de tel ou tel matériau, soit en primaire, soit dans les processus de fabrication. Et moi, je trouve qu'elle est intéressante aussi parce qu'elle pose quelque part aussi la question sociale du sport. Voilà, comment, à travers des questions environnementales, il y a forcément un impact social parce que du matériel sportif, ce sont des gens qui le fabriquent. On le sait, pour beaucoup, dans des pays où la réglementation du travail ne protège pas suffisamment les ouvrières et les ouvriers. Je vous renvoie à un certain nombre de scandales autour de grandes marques sportives, autour de ballons, autour de tennis, autour de textiles, tout simplement. Elle nous renvoie à des questions aussi, je trouve, de solidarité, parce qu'à un moment, un matériel qui ne convient plus à quelqu'un, il peut être réutilisé par une autre personne, pas forcément moins riche, pas forcément plus populaire, mais par une personne qui, par exemple, a envie de découvrir une activité sportive et qui n'a pas envie d'emblée d'investir massivement, financièrement, dans du matériel neuf. Donc voilà, je trouve que c'est un beau sujet d'étude. Si on y rajoute la question du local, la question de l'économie circulaire, c'est un bon sujet d'étude de responsabilité des acteurs du sport. Alors, bien entendu, peut-être que le plus facile, c'est d'aller, je ne vais pas citer de marque, voilà, à la porte d'un magasin et d'y faire son choix, en famille. Néanmoins, forcément, d'intégrer la question du réemploi du matériel sportif dans une stratégie d'économie circulaire, comme je viens de le dire, faire en sorte qu'on puisse, grâce à il y a des aides et des guides, notamment l'ADEME, à faire en sorte de réemployer ce matériel sportif. Moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant comme objectif. Encore une fois, on sait aussi que sur ces questions de réemploi, de ressourcerie, de recyclerie, alors nous, on est en train de développer un concept, et on le verra tout à l'heure, de recyclerie sportive. On sait qu'à travers ces questions-là, on favorise de l'emploi local, on favorise de l'emploi qui n'est pas forcément hautement qualifié. Je ne le dénigre pas quand je dis ça, mais ça veut dire que ça peut permettre à des personnes, aujourd'hui, éloignées de certains emplois, de retrouver un emploi en étant accompagnées vers cet emploi, de retrouver un emploi peut-être potentiellement près de chez elles et de chez eux. Et donc, on a travaillé sur le concept de recyclerie sportive. Vous avez certainement toutes et tous autour de vous des exemples de recyclerie tout court. Peut-être un des exemples les plus connus, peut-être que les compagnons d'Emmaüs vous disent quelque chose. Voilà, on était sur de la réparation, sur du réemploi, et nous, on pense qu'il y a un champ aussi à explorer, économique, social, environnemental et sportif, sur ces questions de recyclerie. On en a donc créé une en 2020 à Toulon, voilà, notamment près d'un quartier populaire de Beaucaire à Toulon. Et nous avons cette année l'objectif d'en créer 15, donc 14 nouvelles de recyclerie sportive, avec des partenariats locaux, bien entendu, qui s'appuient sur un cahier des charges fédéral qui ne souffre pas qui est la règle à suivre si on veut s'engager dans ce dispositif-là. Forcément qui s'appuie, comme sur toutes les questions de transition écologique, sur des partenariats suivant l'endroit où on va implanter cette recyclerie. On peut effectivement avoir des soutiens particuliers, voire des alliances avec des recycleries avec un objet autre que sportif. Et puis, on est donc en train de finaliser pour dans quelques mois un guide sur cette question de transition écologique et l'attention, je ne reviens pas sur mes propos, sur l'économie circulaire. Ça peut être aussi, l'économie circulaire, un sujet sport. Troisième exemple d'investigation, encore une fois, qui n'a pas valeur de vitrine ou d'exemplarité. C'est par là qu'on a commencé, en fait, l'UFOLEP. Il nous a semblé que ce qui parlait le plus à nos responsables fédéraux, c'était la question de l'événementiel. Alors, quand je le dis maintenant, ça peut paraître effectivement quelque chose qui a déjà été beaucoup travaillé, et heureusement. Peut-être vous, responsable de fédérations sportives, vous avez en tête des exemples de ce que certains de vos tournois organisent, de ce que certaines de vos compétitions mettent en place, de ce que certains de vos organisateurs ont innové.
Mais quand on disait ça il y a 20 ans, on partait de pas grand-chose. Et donc, ce qui a pour nous déclenché beaucoup, beaucoup de choses, c'est le premier guide des manifestations sportives éco-responsables. Voilà, c'est ce qui a permis vraiment de manière très, très concrète de dire à nos organisatrices et à nos organisateurs, à l'UFOLEP et plus largement, parce que c'est un guide qui a été beaucoup diffusé, de dire secteur, champ par champ d'une organisation sportive, ce qu'on pouvait améliorer dans les comportements. Pas dans un esprit de stigmatisation, parce que tout à l'heure, vous le disiez un peu, Madame Gottsman, mais si on arrive avec cet état d'esprit-là, même si on sait qu'il y a urgence, on risque de se heurter à un pas en arrière. Alors nous, ce qu'on veut, c'est accompagner le changement et engager les gens plus massivement vers la transition écologique. Et donc, si vous arrivez en disant il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il faut faire ça, la posture, elle n'est pas bonne. Donc, comment on accompagne en prenant en compte les contraintes? Parce que le premier réflexe à l'époque, c'était de dire oui, mais ça coûte plus cher. Oui, mais moi, la filière déchets ici, elle n'est pas organisée. Je suis en milieu rural, ça, c'est pas possible. Oui, mais moi, alors, moi, je veux bien, mais mon responsable sportif, il ne voudra pas là-dessus. Alors que très sincèrement, très facilement, à moindre coût, on peut y mettre un pied avec des effets, franchement, en prenant domaine par domaine. Est-ce qu'on va commencer par la question de la restauration? Est-ce qu'on va commencer par la question de la réduction des déchets? Est-ce qu'on va commencer par limiter les goodies made in China? Est-ce qu'on va commencer par limiter les questions énergétiques? Est-ce qu'on va travailler sur l'eau et sa préservation? C'est toujours un sujet important. L'eau, c'est certainement ce qui est le plus utile à un sportif et une sportive en plein effort, c'est de boire. Voilà, comment on évite, c'est l'exemple un peu caricatural, on a tous en tête ces images du marathon de Paris. Je ne veux pas me fâcher avec ASO, mais voilà, fut un temps, effectivement, ces gobelets, et pire, ces bouteilles de 33 centilitres dont on sait qu'en plein effort, on va en prendre quelques gorgées, on va s'asperger le corps avec le reste de la source minérale, et le reste va partir à la poubelle à moitié plein, à moitié vide, suivant comment on voit la vie. Et donc voilà, il y a vraiment, aujourd'hui, nous, c'est un angle particulier de travail sur comment pédagogiquement. Et puis, ce que je dis souvent aussi, c'est que sur un événement, vous pouvez sensibiliser les sportives et les sportifs. Si je reste sur l'exemple des courses hors stade, c'est quand même un sujet qui a beaucoup progressé. Et sur la question de l'eau, voilà, on a maintenant des bonbonnes pour distribuer. On a maintenant les sportifs qui partent, si c'est de la marche nordique, avec leur Eco Cup, avec ce qu'on appelle des flasques réutilisables. Voilà, donc on a trouvé des moyens pour limiter ce gaspillage de plastique et cette consommation de plastique. Et donc on est en capacité aujourd'hui d'accompagner nos comités, nos grosses organisations pour les faire avancer sur ces questions-là. Et puis, moi, je prends toujours cet exemple un peu extrême, mais que si on arrivait à une finale de la Coupe de France du football au Stade de France, quand on pourra se retrouver, effectivement, on peut sensibiliser les 22 joueurs de football qui sont sur le terrain avec les officiels, ça fait 25. Mais si on arrive à faire passer des messages par les modalités d'organisation qu'on va mettre en œuvre, on peut aussi toucher 40 000, 45 000 personnes, 60 000 personnes qui sont là aussi pour un moment où, on va dire, ils sont plutôt disponibles parce que c'est un moment de plaisir, c'est un moment de spectacle. Et donc, on sait qu'on a parfois plus de réceptivité à des messages éducatifs, surtout s'ils sont bien amenés, que quand on est dans une salle de classe ou dans un amphi ou à une formation tout autre. Donc, on a donc nous un gros dispositif qui s'appuie notamment sur le dispositif de service civique, voilà, et qui permet, donc on a un grand dispositif national qui s'appelle Volontaire Tout Terrain et qui permet à 120 services civiques en France d'accompagner nos organisatrices et nos organisateurs d'événements sur les questions d'éco-responsabilité. Voilà pour ce qui est des événementiels. Proposer les questions de la mobilité, je vais faire assez rapide parce que très clairement, c'est un sujet que je pense qui vous touche toutes et tous, même si forcément, aujourd'hui, ce contexte de pandémie complique un peu tous nos déplacements, complique même fortement nos déplacements. Il y a un vrai enjeu éducatif à faire en sorte d'accompagner les jeunes générations sur l'utilisation de la bicyclette et de modes de déplacement plus doux. Aujourd'hui, on a cette capacité-là dans nos fédérations, surtout celles qui proposent du deux roues, et il n'y a pas que les fédérations délégataires, effectivement, qui proposent des activités à deux roues. On a tous des activités, des propositions complémentaires en matière d'éducation, et je crois qu'il ne suffira pas de nos 5 ou 6 ou 7 fédérations spécialisées qui ont
beaucoup de bicyclettes, à répondre aux enjeux de mobilité sur le territoire. Et donc, à travers notamment, en articulant nos actions avec des opérations comme le savoir rouler à vélo, voilà, qui permettent l'autonomie des plus jeunes, mais aussi, j'ai envie de dire, parfois l'émancipation des plus âgés. Et quand on apprend à faire de la bicyclette à des femmes ou des hommes issus des quartiers populaires qui n'ont jamais eu l'occasion d'apprendre et qu'on peut arriver à leur trouver un vélo, je vous prie de croire qu'en matière de recherche d'emploi, qu'en matière de liberté tout court, on est bien plus que des objectifs sportifs. Et je pense qu'on a aussi, nous, fédération sportive, à avoir cette vocation sociétale et républicaine un peu plus affirmée. Et puis, voilà, différentes choses que vous voyez à l'écran, un dispositif Kitback. Et puis, pour clôturer mon intervention, voilà, c'est comment on essaie de rassembler tout ça. Comment on essaye de faire un ensemble cohérent tout en continuant en tirer chacun des fils de ces enjeux de la transition écologique. Comment on arrive à rendre cohérent tout ça. Et donc, nous nous faisons actuellement accompagner par un cabinet grâce à des… Alors vous allez dire, ils ont les moyens. Non, on n'a pas les moyens. C'est qu'il y a aujourd'hui l'État qui finance ces accompagnements voilà, à hauteur de plusieurs milliers d'euros. Et donc, voilà, on a un cabinet qui nous… au-delà du diagnostic qu'il va réaliser, mais on avait déjà un regard assez fin sur, quand je dis ça, c'est la direction technique nationale et le comité directeur national, c'est pas que moi, on avait déjà un regard assez fin sur ce que, là où on en était. Il nous suffit maintenant de développer des objectifs et surtout les processus, les process à mettre en œuvre pour aller beaucoup plus loin, faire en sorte que cette question de transition écologique, elle irrigue tous les échelons de la fédération, que cette question de RSE, ce soit un nœud, un carrefour très très important dans notre politique RH, dans notre formation, dans notre politique de formation professionnelle, de formation fédérale. Bref, qu'on crée cette grande cohérence. Alors, je ne vais pas me comparer à des grands groupes économiques, à des grandes entreprises privées, mais néanmoins, je pense qu'on est, nous, fédération sportive, en capacité de globaliser les choses et de nous fixer des objectifs terriblement d'urgence en ce moment, et puis j'ai envie de dire terriblement humanistes aussi. Voilà. Merci beaucoup Arnaud, très bonne et très belle conclusion que je partage évidemment pleinement. Je pense qu'à travers ton intervention se pose aussi finalement la question de la vie associative versus la marchandisation du sport. Et finalement, depuis, je ne sais pas, une vingtaine d'années, peut-être un peu plus, on a assisté à une massification aussi des événements sportifs. On a assisté parfois sous la contrainte des collectivités territoriales et des questions de subvention, à une volonté aussi de regrouper des associations. Donc, il y a des petites associations, des petits clubs de foot qui disparaissent dans des villages au profit de clubs de foot moyens. Et donc, tout ça, finalement, non seulement ça a engendré des déplacements en voiture supplémentaires, mais ça a aussi, je pense, transformé, ou en tout cas, ça a une incidence sur le rapport que chacun peut avoir à un événement. Et quand on va participer au trail du Mont Blanc, quand on va participer au Marathon de Paris, j'ai participé au Marathon de Paris, on a le sentiment de participer à un événement collectif, on a cet objectif de l'année. D'ailleurs, les pratiques individuelles aujourd'hui, toutes celles et ceux qui courent dans les bois, enfin pas toutes, mais beaucoup ont cet objectif de participer à un grand événement. Et je pense que la responsabilité aussi du mouvement sportif, c'est de remettre la question de la vie associative au cœur de ces événements, de remettre la question de la vie associative au cœur de l'écologie, parce que c'est aussi la vie associative qui travaille, ce à quoi tu as fait référence, qui travaille à la question de l'éducation à l'écologie, de l'éducation à la nature. Je pense que la crise du Covid qu'on traverse actuellement réinterroge, ne serait-ce que les parents, réinterroge chacun d'entre nous sur le rapport à la nature, à l'environnement. Et donc, il va y avoir, et il y a une responsabilité du sport associatif, et ce n'est aujourd'hui pas le sport marchand qui va proposer ces enjeux-là. Donc, il y a vraiment, vraiment un objectif à valoriser et à accompagner la vie associative et sportive. Et avant de conclure, tout à l'heure, j'irai un petit peu plus loin sur cette question. Léa Gottsman. Ah, Lénaïg nous a rejoint. Pardon, Léa. Bonjour Lénaïg. Et merci d'être avec nous dans des conditions, je le disais tout à l'heure, de vie collective où ce n'est pas forcément simple pour vous. Donc, je ne sais pas à quel moment vous êtes arrivés.
Je suis arrivée il y a peu de temps. Bonjour à tous. Il y a peu de temps. Bonjour Ouais. Enaïl, et encore merci beaucoup. Alors, est-ce que vous voulez nous parler de ce qui a déclenché chez vous le besoin en tant que sportive de vous responsabiliser, d'alerter sur les questions d'environnement et puis ce que vous souhaitez mettre en place, sur quoi vous avez envie de nous alerter tous collectivement? Du coup, je suis vraiment depuis peu la conversation, donc j'espère qu'il n'y aura pas de redite. En tout cas, je vais vous parler un petit peu de mon parcours parce qu'effectivement, je suis plutôt sensibilisée à tout ce qui touche aux questions environnementales. Et ceci depuis déjà un petit moment. J'ai baigné dans un univers, déjà une famille qui est très respectueuse de l'environnement. On vit en pleine campagne. Donc pour nous, on a quand même un gros lien avec les éléments naturels et la campagne dans laquelle on vit. Et on cherche à protéger les animaux autour de chez nous parce qu'on a de la chance d'avoir des bois, des champs sur lesquels on peut mettre des panneaux chasse interdite et pouvoir les contempler et apprécier ces belles choses. Et en fait, on se rend compte qu'autour de nous, il y a des chasseurs, il y a des agriculteurs qui ne respectent pas forcément c'est cette beauté que nous offre la nature. Et on a souvent été en conflit justement avec les personnes qui pouvaient nous entourer parce qu'ils se sentaient en fait comme chez eux de venir chasser sur nos terres sans demander d'autorisation ou bien encore répandre du lisier, entre autres, des jours de pluie sur des champs qui étaient déjà bien mouillé et enfin voilà, on est dans une région en Bretagne, enfin je suis dans une région en Bretagne qui est touchée énormément par les algues vertes. Les algues vertes, c'est tout un. Enfin voilà, je vais peut-être pas rentrer dans les détails parce que sinon ça va être long, mais en tout cas, voilà, c'est de ces terres qui sont surexposées à du lisier, des jours de pluie, forcément le lisier répandu en trop grosse quantité va dans les ruisseaux, qui va ensuite dans les rivières, qui va ensuite dans la baie, et derrière ça déclenche un mécanisme d'algues vertes dans les estuaires et qui, du coup, en plus de sentir très mauvais, est hyper toxique. Et des gens sont même venus à mourir sur cette baie. Donc, je suis clairement dans une région pour laquelle on a envie de se battre aussi pour ce qu'on a, pour les animaux, pour notre santé. Et tout simplement notre environnement. On est aussi sur un littoral qui est magnifique et un littoral qu'on a envie de préserver, notamment la côte de Granit Rose, dont je suis fervente défenseuse. Et enfin, je ne sais pas comment, le terme n'est pas le bon. C'est très bien. Et en tant que sportive, vous sentez en quoi cet engagement impacte votre vie de sportive et comment vous sentez que le sport a un rôle à jouer pour limiter cette dégradation de l'environnement? Ouais, je voulais juste venir sur les origines de mon Oui. engagement qui ne date pas d'hier. Et pendant le confinement 2020, je me suis rendu compte que je suis revenue chez mes parents et je me suis rendu compte de toute cette chance d'être dans la nature et aussi me rendre compte que nos abeilles étaient en train de mourir. Et j'ai commencé à faire une vidéo sur les réseaux sociaux en justement ne parlant pas de rugby, puisqu'aujourd'hui je suis joueuse en équipe de France de rugby. Et je prenais la parole pour la première fois sur mes réseaux sociaux en parlant d'autre chose que le sport, chose pour laquelle j'étais reconnue dans la vie et pour lequel on me suivait sur les réseaux. Et puis finalement, je me suis rendu compte qu'en prenant la parole justement sur le fait que notre biodiversité disparaît aujourd'hui, les gens étaient réceptifs, les gens avaient envie d'agir et les gens avaient envie d'en savoir plus. Et je me suis dit, en fait, peut-être que mon rôle de sportive ne s'arrête pas là. Et justement, j'ai peut-être d'autres choses aussi à faire valoir. Après, c'est clairement une prise de position engagée que j'ai.
donc forcément, un risque aussi de se dire, est-ce que ça va être perçu comme bien ou non par justement peut-être l'équipe de France. J'avais beaucoup peur du regard qu'on pouvait porter sur moi. Et finalement, ça a été plutôt bien accepté. Après, c'est aussi un dosage dans ma communication sur les réseaux de ne pas parler que de ça, mais d'en parler un petit peu, de parler de mes combats. Et je me suis rendu compte qu'au final, je n'étais pas jugée. C'était plutôt quelque chose qui était apprécié, quelque chose pour lequel les gens avaient envie aussi de s'investir. Et c'est ça qui m'a poussée à justement de plus en plus en parler. Donc, j'ai notamment fait des communications autour du ramassage des déchets. Je suis partie faire un sentier de randonnée pendant 12 jours où j'ai pu ramasser justement des déchets sur mon chemin. Et ensuite, après ce sentier de randonnée, ce trek, je l'ai publié sur les réseaux sociaux en incitant aussi les gens à me suivre, à faire plusieurs stories aussi dans ce sens. Et je me suis rendu compte, là encore, qu'il y avait un engouement autour de ça. Et en fait, on se rend compte que le sport est hyper porteur aujourd'hui parce que les gens nous regardent à la télé, ils reçoivent énormément d'émotions en regardant les matchs. Et donc, on a de la chance d'avoir une image très positive et de pouvoir faire véhiculer des idées aussi qui nous sont chères et pour lesquelles on est vraiment convaincus et essayer de faire changer les choses dans notre société. C'est vraiment les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est vraiment un effet boule de neige, alors qui peut aller du côté du buzz très négatif au buzz très positif. Donc, à la fois dangereux, mais à la fois aussi un cercle vertueux de pouvoir emmener dans le mouvement plusieurs personnes autour de nous à montrer le bon exemple. Et finalement, parce que votre engagement, il est aussi féministe, donc vous êtes une sportive engagée et qui assume des prises de position. On peut le voir actuellement aussi avec les joueurs de l'équipe de France de Norvège. Enfin, il y a une vraie question autour de la liberté d'expression et d'engagement des sportifs, avec en effet une médiatisation et le pouvoir des réseaux sociaux qui permet aujourd'hui de véhiculer des messages, des convictions. Et moi, je pense que c'est plutôt en effet une très bonne chose. Merci beaucoup Léna Hig. Léa Gottsman, est-ce que vous avez des préconisations à formuler au mouvement sportif? Ouais, merci. Bon, il y a plein de choses hein, mais qui sont déjà faites. On l'a bien vu dans la présentation d'Arnaud aussi il y a plein de choses qui sont déjà impulsées au niveau local, mais je pense qu'il y a plusieurs pistes sur lesquelles on peut s'interroger. Donc, la première, je vais revenir dessus, c'est quand même les transports. Hein. J'en ai pas mal parlé tout à l'heure, mais il y a quand même, à mon avis, deux pistes sur lesquelles on peut réfléchir sur les transports. C'est déjà repenser ou en tout cas penser les événements sportifs ou les championnats aussi en fonction de ça, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas des modalités plus resserrées ou plus regroupées qui permettraient d'éviter que certains sportifs fassent 4 fois le tour du monde dans l'année, au niveau international, mais aussi au niveau local. Comment est-ce que des compétitions, des championnats régionaux ou autres peuvent être un peu regroupés? Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point sur les transports, c'est comment est-ce qu'on développe d'autres modes de transport? Comment est-ce que politiquement, on peut peut-être aussi développer le train et l'accès au train par les associations sportives, qu'elles soient scolaires ou fédérales? Comment est-ce qu'on peut encourager les équipes à prendre des modes de transport qui sont moins polluants? Il est invraisemblable de se dire qu'encore aujourd'hui, ça coûte moins cher de prendre des cars, même pas remplis, plutôt que de prendre le train. Donc là-dessus, je pense qu'il y a un vrai chantier politique à mener sur cette négociation. Donc ça, c'est plutôt sur les transports. Après, sur l'organisation des événements, je vais pas revenir dessus parce que je pense que Arnaud Jean l'a pas mal évoqué, mais sur la gestion des déchets, sur les éléments plastiques. Il y a peut-être un élément sur lequel il faut jouer aussi, c'est l'alimentation. C'est la réduction des régimes carnés dans notre alimentation et aussi dans celle des sportifs. Il faut arrêter de croire que les sportifs végétariens ou véganes sont moins performants que les autres. Et dans le cadre aussi des événements sportifs, les repas sont des éléments importants sur lesquels on peut jouer parce qu'on sait que la consommation de viande, c'est aussi un élément très polluant pour la planète. Et puis, enfin, le troisième point, c'est vraiment l'éducation. Et je rejoins Arnaud Jean là-dessus. Hein, il y a quand même
un élément qui va permettre une transformation systématique et structurante, c'est vraiment l'éducation, l'information. C'est développer la formation des intervenants et des cadres. Alors, il y a certaines fédérations qui sont déjà engagées, notamment dans les sports de pleine nature, mais je pense que ça ne concerne pas que les sports de pleine nature. Il faut en fait aussi que tout le monde soit concerné par cette question-là et qu'on soit formé vraiment. Et là-dessus, il faut pas se laisser berner par le fait que la sensibilisation, ça ne suffit pas. Toutes les études scientifiques le montrent que si on reste sur de la sensibilisation, de l'information, on n'a pas vraiment de transformation réelle et on n'a pas un vrai impact sur les participants, sur les enfants. Ce qui est le plus marquant, c'est de vivre des expériences en pleine nature. C'est de mieux comprendre le fonctionnement et la place qu'on a dans notre environnement. C'est de vivre des émotions particulières, de se reconnecter via un ensemble de pratiques. Donc, il faut vraiment, parce que ce soit dans le milieu scolaire ou le milieu associatif, la sensibilisation ne suffit pas, l'information ne suffit pas et on le voit bien aujourd'hui. Donc ça, en fait, ça fait partie aussi d'une volonté de vraiment avoir une transformation plus systémique de notre regard. Donc, je l'ai évoqué tout à l'heure, le regard qu'on a sur notre habitat et notre environnement. C'est aussi avoir un regard critique sur le fait que ne pas se laisser avoir par des politiques où on va sur de la responsabilité individuelle. Il faut trier ses déchets, il faut faire un compost. C'est pas ça qui va sauver la planète. Très concrètement, ça suffira pas. En fait, ça nous engage dans une forme de nous. On s'en satisfait. En fait, finalement, on se dit qu'on a fait notre part du travail parce qu'on a fait un compost au fond de notre jardin. Mais en fait, ça suffit pas. Ça ne suffit pas tant qu'on ne transforme pas en profondeur le système, nos modes de consommation, nos modes de pratique, ça ne suffira pas. Donc, il y a aussi tout un aspect critique et politique derrière cette question-là qu'il faut engager maintenant. Et donc, le monde du sport, il est au cœur de cette question-là. Alors, on a parlé tout à l'heure, c'est sûr que certaines activités, je regarde Formula One sur Netflix, j'avoue que l'impact carbone de la Formule 1, il est énorme. Donc, comment est-ce que ces activités-là, elles vont vivre les prochaines années? Et puis, la question de notre activité physique chacun. Je pense que la reconnexion à notre environnement naturel et de mieux connaître et de vivre dans la nature, je pense que c'est vraiment essentiel en tant que pratiquant. Merci beaucoup, Léa. Faut enlever un micro. Ah, parfait. Je pense que c'est important de rappeler que c'est une question politique parce qu'on a bien vu quand la crise du Covid a commencé, voilà, tout le monde parlait d'un monde merveilleux où on entendrait chanter les oiseaux parce qu'en effet, chacun aurait une responsabilité, une attitude plus responsable, mais il faut que ce soit abordé de manière politique et collective. Et tant qu'il n'y aura pas, par exemple, ça fait partie des propositions où, à mon avis, il ne faut pas lâcher là-dessus, tant qu'on n'aura pas un budget des sports au minimum à 1% du budget de l'État, par exemple, on n'aura pas les moyens d'accompagner les fédérations sportives. Et donc, moi, je ne regarde pas Formula One, mais même les fédérations sport automobile, les fédérations d'aéro, fédérations de moto, ils sont finalement d'emblée, ils doivent travailler sur les questions de recherche pour avoir des pratiques moins polluantes, puisqu'en plus, elles sont regardées et potentiellement stigmatisées. Donc, tant qu'on n'aura pas un budget de l'État important pour accompagner la recherche sur le sport, tant qu'on n'aura pas un budget de l'État pour accompagner les collectivités territoriales, par exemple sur la question des terrains synthétiques, où c'est une catastrophe à la fois d'un point de vue écologique et d'un point de vue humain, parce qu'évidemment, quand on travaille les enjeux d'écologie, Arnaud l'a dit tout à l'heure, et les Naïg aussi, on travaille la question de l'être humain et la protection de l'être humain. Donc, tant qu'on n'aura pas aussi un mouvement sportif qui est en capacité d'inciter les parlementaires à travailler la question de la loi et à interdire un certain type d'équipement sportif qui aujourd'hui serait polluant et dangereux pour la santé, eh bien, on n'y arrivera pas. Donc, il y a vraiment un enjeu politique et collectif à travailler les questions d'écologie. Arnaud et les Naïg, avant de conclure, après, je prendrai le mot de la fin si vous le permettez. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Arnaud, Jean? Oui, je juste te dire que
que je crois que sur ce sujet-là, on a tous quelque part, par nos expériences, nos tentatives, nos réussites, nos échecs, on a aujourd'hui cumulé depuis 10, 15, 20 ans des choses qu'on pourrait mieux partager. Voilà, je crois que sur cette question-là, il serait déraisonnable de penser que les fédérations sportives sont en concurrence. Je crois que on a cette maturité, enfin je l'espère, dans le mouvement olympique et sportif, que de comprendre les contraintes des uns et des autres. Voilà, on n'est pas là pour jeter, comme le disait Léa, il y a forcément, quand on parle d'impact carbone, ben forcément, on pense à des activités motorisées. Moi, j'en ai à l'UFOLEP, hein, et on travaille avec elles pour faire progresser les choses. Et puis, parfois, il faut prendre un peu de recul parce que moi, je pense que quand on fait les formidables marches d'Octobre Rose ou la Parisienne, ou toutes ces marches qui au profit d'une cause particulièrement importante, la prévention du cancer des femmes, je trouve que là, quand on est 8000 personnes qui viennent marcher, mais je ne suis pas certain que l'impact carbone, il soit pas, je pense qu'il est bien au-dessus, effectivement, que quelques pilotes qui vont tourner un samedi après-midi. Et pourtant, on sent bien que ces activités sont précieuses pour tout le monde. Donc, travaillons ensemble, et je crois qu'en plus, le monde du sport, à la fois a des choses qu'il a réussi, qui peut partager avec aussi la société civile, et il y a des réussites dans les entreprises, dans les services de l'État, dans les familles. Il y a des choses qui se font, qui peuvent être très facilement importées. Je crois qu'il faut surtout pas se dire que ça coûte cher, que c'est compliqué, que c'est difficile, parce que je crois que on a encore quelques années, mais très courtes années, pour pouvoir être sur de la bonne volonté, et parce que j'ai peur qu'après, l'écologie, et c'est pas comme ça que moi j'envisage, elle soit plus punitive. Et donc là, par contre, ce sera trop tard pour choisir les modes d'intervention efficaces qu'on mettra en œuvre. D'autant plus que quand on parle d'écologie, l'enjeu politique, c'est aussi la réduction des inégalités sociales, parce qu'on sait très bien qu'il y a un lien extrêmement fort. Donc notre responsabilité à nous aussi, c'est de permettre un développement durable des pratiques, et qui dit durable des pratiques, dit aussi accessible à toutes et à tous. Lénaïg, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Ouais, de ce que j'ai entendu, je pense que l'urgence climatique, elle est là aujourd'hui, et que sincèrement, je pense que tous les petits gestes de tout le monde pourront aujourd'hui faire changer les choses. Et je pense que oui, peut-être que ça suffira pas d'avoir un composteur au fond du jardin, mais je pense que à force de multiplier le nombre d'actions qu'on peut faire individuellement, et surtout de pouvoir en parler autour de nous, et de pas rester dans son coin à vouloir faire les choses. Je pense que elle est là, la problématique derrière nous, c'est de pouvoir en parler, de pouvoir en discuter avec les gens qui nous entourent. Par rapport, par exemple, dans mon équipe, clairement, ça fait partie des sujets de discussion qu'on peut avoir de temps en temps. Et justement, essayer de faire changer la mentalité des plus jeunes, même des plus anciennes, de l'équipe, et essayer que chacun puisse faire un petit geste, puis un autre, mais vraiment encourager dans ce sens-là. Et si ouais, on doit commencer par un composteur, par nos achats, par ce qu'on consomme, parce qu'aujourd'hui, on a un pouvoir qui est énorme, c'est la consommation. Et aujourd'hui, on ne le comprend pas encore assez. Et après, bah, bien sûr, au sein de nos entreprises, où pour faire avancer les choses, c'est parfois très compliqué, parce que tout le monde n'a pas le même niveau d'information, n'a pas le même niveau d'engagement sur le sujet. Et bon, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir fédérer autour de ces projets-là, et de laisser personne de côté. Et même si on n'avancera pas tous au même rythme. Merci. Arnaud, tu voulais ajouter un petit mot ? Oui, juste te dire que c'est très important que des sportives et des sportifs de haut niveau comme Lénaïque prennent la parole sur ces sujets-là, comme sur d'autres d'ailleurs. Et puis je voulais quand même féliciter Lénaïque pour les formidables résultats de l'équipe de France de rugby féminin, avec une très très belle entrée en matière du tournoi destination. Voilà, et on sera de tout cœur avec vous à Dublin, voilà, pour battre les Irlandaises. Bravo à vous. Merci en tout cas. Arnaud. Et c'est un papa de rugby woman junior, espoir, pardon, qui parle. Merci Arnaud. Juste pour conclure, en effet, avant de vous remercier chacune et chacun, le CNOSF a engagé une démarche, d'ailleurs, a été le premier comité national olympique à prendre la question à bras-le-corps, et je pense que l'UFOLEP, d'ailleurs, y était à ce moment-là pour quelque chose. Aujourd'hui, me semble-t-il, il y a vraiment un enjeu plus important de mutualisation et de diffusion de tout ce qui se fait dans les fédérations, parce qu'il y a, me semble-t-il, un réseau, mais un réseau qui reste limité à un certain nombre de fédérations. Et je pense qu'aujourd'hui,
la question de l'écologie et par le bout de l'éducation, moi ça me semble vraiment fondamental, doit avoir une place plus importante aujourd'hui dans la gouvernance du CNOSF avec pourquoi pas une vice-présidence du CNOSF sur ces questions-là, avec des projets concrets qui pourraient être impulsés, par exemple sur la négociation avec la SNCF et donc favoriser le transport, bien davantage le transport du train, ou encore, et ça me paraît être un sujet extrêmement intéressant et important, travailler à l'échelle plus nationale ou en tout cas locale, mais avec l'ensemble des fédérations, la question des ressourceries ou des recycleries, parce qu'il y a plusieurs fédérations qui ont engagé ce travail de recyclage du matériel ou de coopérative de matériel, et me semble-t-il, il y aurait un intérêt à diffuser, à partager à une échelle plus large ces questions-là. Voilà. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup. En effet, les Naïg, bonne chance, bravo et merci pour ces belles performances de l'équipe de France de rugby à 15. Léa Gottsman, on suivra de très près vos recherches. Il y a aussi vraiment un enjeu à rendre public et à mieux diffuser toutes les recherches qui sont faites sur les questions de sport et d'écologie. Arnaud, on va continuer évidemment à travailler ensemble et merci et bravo pour cette belle démonstration de l'UFOLEP. Cette rencontre sera disponible en replay et donc n'hésitez pas à la diffuser. Merci beaucoup et bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.